Je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc bonjour à tous, bienvenue. Je m'appelle Fatoumata Touré, je suis coordinatrice du projet du dispositif Jouer à débattre à l'Arbre des connaissances. Je suis normalement en binôme avec Sam Lefebvre, mais qui est en classe test pour son nouveau jeu numérique et environnement. Donc voilà, il s'excuse de ne pas pouvoir être là, mais je suis accompagnée de deux exceptionnelles intervenantes. Donc Valérie Cotreau, chargée de mission CSTI à Terre des Sciences. Bonjour Valérie. Bonjour. Et je suis aussi accompagnée de Florence Malka, donc professeure au lycée technique à l'École des technologies, des sciences et du laboratoire. Bonjour Florence. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous assister au premier webinaire de la saison, qui est comment animer le travail en groupe et comment adapter sa posture d'animation quand on débute dans l'animation de jeu. Donc, pour ce webinaire, ce qui va se passer, c'est qu'on va se présenter toutes les trois. Ensuite, on va passer à la première partie qui est l'animation de groupe, de travail en groupe. Puis, comment justement adopter sa posture d'animation face aux jeunes. Et enfin, vous aurez dans un dernier temps un temps d'échange, de questions, si jamais vous voulez intervenir sur ce webinaire. N'hésitez pas, je ferai attention au chat aussi, si vous avez des questions en cours de route. Mais voilà, c'est censé durer 1 heure. J'espère qu'on sera assez efficace. Et oui, pour rappel, ce webinaire est enregistré, en ce moment être en train d'enregistrer, pardon, et vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc voilà. Donc, vais vous présenter l'Arbre des connaissances. Donc, l'Arbre des connaissances, c'est une association de chercheurs qui est née en 2004, qui avait vraiment pour but d'éveiller l'esprit critique des jeunes, d'en faire des citoyens éclairés. Et surtout, l'objectif principal, c'est d'amener les plaisirs des sciences. Et donc, pour ça, on a trois dispositifs. Donc, Apprentis chercheurs, le dispositif historique de l'Arbre des connaissances. Donc, c'est un dispositif où on a un binôme de collégiens et lycéens qui sont en immersion dans la recherche. Donc, ils apprennent ce que c'est que le métier de chercheur une fois par mois au cours de l'année scolaire. Et ils sont amenés justement à être encadrés par des doctorants en laboratoire, que ce soit en sciences fondamentales ou en sciences humaines et sociales. Et l'idée, c'est qu'ils apprennent ce que c'est qu'être chercheur, qu'ils découvrent le plaisir de la recherche et qu'ils présentent un petit projet d'études à la fin de l'année à leurs camarades lors d'un congrès des apprentis chercheurs. Donc voilà, c'est le premier dispositif. Ensuite, nous avons Jouer à débattre, qui est un super de jeu de rôle pour débattre des questions de société, mais j'en parlerai un peu plus tard. Et enfin, on a le tout dernier dispositif en date, qui s'appelle Math Digital, qui est un média en ligne autour des sciences des addictions, notamment liées à l'alcool et aux drogues. Et donc, c'est un média qui va justement s'adresser aux jeunes de 13 à 25 ans sur tout ce qui concerne les mécanismes d'addiction et le but, c'est vraiment de montrer ce qu'est une addiction sans moraliser, sans juger. Enfin, vraiment, c'est pour que les jeunes s'instruisent d'eux-mêmes et ne se sentent pas jugés en lisant les articles, les contenus vidéo qui sont créés. Enfin, voilà. Donc, on a Math Digital et enfin, nous avons Joué à débattre, comme je le disais, donc un support de jeu de rôle qui permet de débattre des questions de sens-société et qui a un site web, pardon, où justement vous pouvez télécharger nos jeux sur le site www.jeuxdedébat.com et vous avez 6 jeux à son actif, dont 8 thématiques disponibles. Donc nous avons l'humain augmenté, la biologie de synthèse, l'intelligence artificielle sous 3 épisodes. Donc un sur la santé, un sur les transports et un autre sur la sécurité sanitaire. Ensuite, nous avons notre jeu en collaboration avec Math Digital autour des addictions. Ensuite, nous avons climat et biodiversité et les dernières en date qui est sport et numérique. Et pour la rentrée prochaine, en 2025, c'est justement numérique et environnement. Donc, comment ça marche pour avoir à disposition nos supports gratuitement? Vous vous connectez, vous créez un compte sur notre site web jeuxdedébat.com, vous téléchargez le jeu qui vous intéresse et ensuite, si vous voulez prolonger la séance, vous pouvez vous faire accompagner par nous, mais j'en parlerai un peu plus tard, mais justement, vous pouvez nous contacter si jamais vous avez envie de prolonger la séance de jeu à débattre et si possible, partager votre expérience parce que vraiment, c'est quelque chose qui nous aide dans notre construction de jeu. Donc, si ça s'est bien passé ou s'il y a des choses à améliorer, n'hésitez pas à nous le dire. Euh, les étapes d'un jeu à débattre, comment ça se passe? Il faut
télécharger et imprimer les kits de jeu en amont. Ensuite, lors de la séance d'un jouet à débattre, il faut introduire le jeu aux élèves, justement, pour qu'ils s'imprègnent aussi de leur rôle, des intérêts qu'ils ont à défendre et de la problématique en question. Ensuite, ils ont 30 minutes à peu près pour se préparer sur ce qu'ils doivent défendre. Et ensuite, c'est la partie débat qui dure aussi une trentaine de minutes. Et enfin, on a une conclusion pour savoir comment ça s'est passé de manière générale. Et globalement, la séance dure 1h30 à 2 heures. 2 heures si vous avez envie de prolonger une séance avec un chercheur, par exemple. Voilà. Vous avez aussi à disposition des ressources qui sont actualisées chaque année par notre documentaliste Christine Brusset. Vous avez des niveaux de compréhension, des niveaux de difficulté, et vous avez aussi la position de l'article, enfin de la ressource, si elle est neutre ou si elle est contre ou pour. Voilà. C'est des ressources qui sont actualisées chaque année, pardon, et vous avez possibilité de soit introduire le sujet à travers notre source, soit justement approfondir la séance. On a aussi la possibilité de mettre en place un parcours sciences-société, justement lors d'un jouet à débattre. Si vous avez envie d'avoir un chercheur qui répondrait aux questions des élèves, vous pouvez faire appel à nous pour qu'on mette en place cette petite rencontre. Vous avez aussi la possibilité de créer un parcours pédagogique avec notre jouet à débattre. Et enfin, vous pouvez solliciter d'autres acteurs de la culture scientifique pour pouvoir prolonger ces séances. De manière globale, les objectifs généraux du dispositif Jouer à débattre, ça va vraiment être d'accompagner les jeunes dans leur montée en compétences par le jeu, afin de les motiver à débattre et surtout s'intéresser aux sciences, c'est-à-dire qu'ils comprennent que les sciences ont un impact quotidien et c'est pas juste des chercheurs dans un laboratoire. Il y a aussi l'idée aussi d'amener le débat pour qu'ils prennent conscience que tout n'est pas noir ou blanc, tout n'est pas manichéen et qu'il faut être nuancé, il faut savoir aussi construire son argument. Donc voilà, c'est les objectifs principaux côté élève et côté utilisateur, ça va être d'avoir une prise en main facilitée de ce guide. Notre guide est vraiment fait en sorte que ce soit facilement compréhensible et facile d'accès. Et enfin, vous avez justement, comme je vous le disais précédemment, des ressources et la possibilité d'avoir des modules complémentaires pour aller plus loin dans votre séance. Juste pour contextualiser, depuis 2014, on a 330 000 jeunes qui sont concernés par nos séances de jeu à débattre. Donc ça plaît bien et on est content et on espère que ça va grandir encore plus. Et je laisse la parole à Valérie Cotreau qui va vous expliquer qui elle est, et son parcours et son lien avec Jade. Oui, merci. Donc moi, je suis chargée de mission culture scientifique, technique et industrielle pour l'association Terre des Sciences. Donc Terre des Sciences, je veux bien, merci. C'est donc une association, un centre de culture scientifique, technique et industrielle en Pays de la Loire. On a plusieurs champs d'activité. On a un volet centre de ressources dans lequel rentre la partie accompagnement des séances jouées à débattre. Un volet école de l'ADN, donc on anime des séances de découverte pratique de l'ADN. Un volet découverte professionnelle pour faciliter l'orientation des jeunes vers les filières scientifiques et techniques. Un volet saison culturelle où là, par exemple, on coordonne la fête de la science au niveau régional. On organise aussi différentes manifestations au fil de l'année. Et un volet Écosciences Pays de la Loire. Donc là, c'est une plateforme en ligne, on peut dire un réseau social, pour partager toutes les informations scientifiques, les manifestations, les ressources. Donc c'est ouvert à tous pour mieux connaître les sciences en Pays de la Loire. Alors, je veux bien que tu changes, s'il te plaît. Merci. Donc, dans ce qui concerne jouer à débattre, on a pratiqué déjà depuis plusieurs années des séances. Alors, on a commencé avec intelligence artificielle et santé. Et puis là, depuis l'an dernier, on élargit. Donc, on propose en fait un volet de 3 séances autour de plusieurs thématiques. Donc, par exemple, Pardon. climat. Pardon? Non, pardon, Climat. j'ai fini.
D'accord. Climat et alimentation durable. On a toujours la séance centrale avec le débat, mais en pratique, on s'est rendu compte que parfois les élèves avaient besoin de plus d'informations sur le sujet en amont. Donc, on propose une séance en amont. Donc là, sur ce sujet-là, c'est qu'est-ce que c'est que l'effet de serre, quels sont les gaz à effet de serre et comment les activités humaines, dont l'alimentation, produisent des gaz à effet de serre. Ce qui permet d'étoffer un petit peu la partie introduction de la séance de débat. Ensuite, on fait la séance de débat telle qu'elle est proposée par un des connaissances. Je confirme, les guides sont vraiment très très bien faits et très simples à prendre en main. Et puis, on peut avoir une séance finale, donc ça c'est en fonction des demandes, avec justement l'intervention d'un chercheur entre 20 minutes à 1 heure pour éclairer le sujet, rebondir sur les questions que les élèves se sont posées pendant la séance, etc. Voilà. Et donc, notre offre, elle est accessible via le Pass Culture, une petite séance publicitaire. Mais c'est important parce que ça permet à des établissements qui n'auraient pas pu voilà, y avoir accès comme ça, de pouvoir y avoir accès facilement. Merci beaucoup Valérie, je laisse Florence se présenter. Donc, bonjour à tous, donc je suis Florence Malka, je suis professeure de biotechnologie dans un lycée technologique à Paris dans le 13e arrondissement. Et j'utilise, alors ça fait très longtemps que dans l'établissement, on exploite le jouet à débattre de manière très ponctuelle et régulière. Oui, je dirais que ça fait bien une petite dizaine d'années depuis les tout débuts du dispositif. Mais depuis 4 ans, il est utilisé dans un projet d'éducation artistique et culturelle qui est soutenu par le Conseil national de la refondation pour l'école. Donc notre école Faisons-la ensemble. Et donc ce projet d'éducation artistique qui s'appelle Que la force de l'art soit avec toi est un projet qui vise à développer les compétences psychosociales des élèves par la pédagogie du théâtre. Donc, il y a des ateliers de pratique théâtrale, notamment d'improvisation théâtrale, mais on a également intégré le jouet à débattre puisque il s'agit finalement de séances de jeux de rôle, donc qui relèvent bien de la pédagogie du théâtre. Et ce projet enfin, essaie d'apporter, de contribuer à la politique que le ministère de l'Éducation nationale promeut depuis 2022, puisque l'école, enfin le ministère de l'Éducation nationale et notamment la DGESCO s'est fixé comme objectif de former en 2037 la première génération de bacheliers avec des compétences psychosociales développées. Ce qui veut dire que les politiques se mettent en œuvre actuellement sur le premier degré. Et l'idée, c'est de pouvoir proposer des formations qui développent les compétences psychosociales des élèves tout au long de leur scolarité à raison je dirais, de 10 à 30 heures par an. Et donc, Fatoumata, je suis pas sûre d'avoir la main pour passer les diapos. Donc, je vais Oui, vous bah, laisser. Merci beaucoup. Donc, je vous reviendrai peut-être sur ce que c'est que les compétences psychosociales, parce que je ne sais pas où chacun en est avec cette notion-là. Mais en tout cas, le jouet à débattre, finalement, est un dispositif qui permet au moins de mobiliser ces compétences psychosociales chez les élèves. Et si on regarde il y a deux catégories de scénarii, je dirais. Il y a des catégories, il y a la première catégorie de type procès. Donc, je parle sous votre contrôle, hein, Fatoumata, mais donc il y a le jeu l'humain augmenté et il y a le jeu sport et numérique. Et donc, ça correspond à la configuration numéro 2 sur la diapositive, où en fait, on a l'accusation, la défense, que j'ai représentée du coup par les grands ovales qui sont à droite et à gauche. On a les jurés, que j'ai représentés par un plus petit rond au centre. Et en fait, après, quand on organise la salle, en fait, c'est pour vous donner aussi hein, une petite idée de l'organisation spatiale qu'on peut de la salle au moment où on réalise le jeu. Et en fait, vous avez en rouge le rectangle qui correspond à l'endroit où vont se tenir le plaidoyer de chaque intervenant. Et donc après, dans l'autre configuration, type biologie de synthèse, climat, intelligence artificielle, où là, il y a vraiment une organisation en mini-structure coopérative avec des îlots. Mais dans tous les cas, on a une alternance entre des phases de concertation au sein des groupes. C'est ce que j'ai représenté ici ou bien entre les groupes. Il y a des phases de concertation et de débat
qui alternent avec des phases d'exposés oraux dans les process et quand chacun vient faire son plaidoyer. Et ça vaut aussi hein, pour le format de jeu type biologie de synthèse. Et en fait, du coup, je vais revenir peut-être sur ce que sont les compétences psychosociales, mais finalement, quel que soit le scénario, on a cette alternance entre des prises de parole en continu ou des exposés oraux et des phases de concertation, de débat, soit intragroupe, soit intergroupe. Et en fait, la manière dont sont conçus les jeux permettent en fait la mobilisation des compétences psychosociales alors que l'OMS en 1993 a défini comme ceci, c'est les capacités d'une personne à maintenir un état de bien-être psychique et à le démontrer par un comportement adapté et positif lors d'interactions avec les autres, sa culture et son environnement. Et si on regarde la manière dont Santé publique France les a classés, donc je sais qu'ils sont en train de réviser leur classification, mais là c'est l'une des dernières. En fait, on a trois grandes familles de compétences. Les compétences cognitives qui relèvent des activités mentales qui sont intrapersonnelles, avec notamment, par exemple, capacité à faire preuve d'esprit critique, capacité à résoudre des problèmes de façon créative, capacité à gérer ses impulsions. On a une deuxième catégorie de famille de compétences psychosociales, intrapersonnelles, qui sont les compétences émotionnelles, voilà, qui relèvent plus des émotions. On peut prendre, par exemple, la capacité à réguler son stress au quotidien. Et enfin, on a des compétences sociales qui, elles, sont des compétences interpersonnelles et dont je dirais, le développement dépend beaucoup de celui des compétences cognitives et émotionnelles. C'est-à-dire qu'il faut que les élèves aient des compétences cognitives et émotionnelles développées pour avoir des compétences sociales elles-mêmes développées. Donc, les compétences sociales se nourrissent des compétences intrapersonnelles. Et dans ces compétences sociales, on a par exemple notamment être capable de communiquer de façon constructive, c'est-à-dire faire preuve d'écoute, mais également être capable de livrer un discours voilà, qui embarque l'auditoire. Il y a toute la partie aussi interaction hein, interpersonnelle, développer des relations constructives, développer des liens sociaux, des attitudes et des comportements prosociaux, capacité à résoudre des conflits, à être capable de mettre des limites, à savoir demander de l'aide. Voilà. Et en fait, Fatoumata, vous pouvez passer à la Oui. diapositive suivante. Merci beaucoup. Et donc, alors, du coup, l'idée, c'est que moi, j'utilise, enfin, dans notre projet, on utilise beaucoup donc le jouet à débattre dans la perspective, alors évidemment, de sensibiliser évidemment les élèves à des questions sciences-société qui sont d'actualité, mais qui sont des questions socialement vives. Mais l'idée, c'est aussi de mobiliser et même d'essayer de développer leurs compétences psychosociales. Et on voit bien, en fait, que si on regarde, par exemple, les temps de jeu où les élèves sont amenés à faire des exposés oraux, celui qui prend la parole travaille sa capacité à communiquer de manière efficace, voilà, faire preuve de conviction avec une argumentation un peu solide, un peu d'emphase, d'enthousiasme, être audible, etc. Et puis, à côté de ça, il y a les camarades qui écoutent. Et donc là aussi, on travaille sur la capacité à écouter de façon active. Et dans ces phases exposées aussi, évidemment, celui qui prend la parole doit gérer son stress. Donc on voit que plusieurs compétences psychosociales sont mobilisées par les élèves dans le cadre du déroulement du jeu. Et dans les phases ah, je me suis trompée, je m'excuse, hein, c'est pas concentration, mais concertation, même s'il faut évidemment que les élèves fassent preuve de concentration. Donc, dans les phases de concertation, c'est intéressant de voir aussi qu'on va mobiliser des compétences psychosociales. Par exemple, aborder les ressources nécessite de faire preuve d'esprit critique. Quand on a une question, on a une solution, est-ce qu'on adopte ou pas? Dans les jeux, souvent, il y a plusieurs solutions à un problème. Il faut que les élèves débattent entre eux pour décider quelle est la meilleure solution. Tout ça nécessite de faire preuve d'esprit critique. Et puis parfois résoudre des problèmes de façon créative si on leur demande d'apporter quelque chose de plus personnel, quelque chose de venir compléter en fait par leur culture personnelle et leur culture générale, de venir compléter ce que les ressources leur apportent déjà.
Il faut qu'ils apprennent à réguler leurs émotions parce qu'ils sont pas toujours d'accord. Certains se mettent en colère, etc. Donc, il y a aussi la mobilisation de compétences émotionnelles. Et puis, il y a toute la mobilisation des compétences sociales. Comment je coopère? Comment j'exprime de façon constructive un désaccord, comment on arrive à trouver un compromis, un consensus, comment j'arrive à demander de l'aide, soit à l'enseignant, soit aux camarades, s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, etc. Donc voilà, c'est très mobilisateur des compétences psychosociales des élèves. Et quand je dis mobilisation, j'utilise bien ce mot-là. Je ne parle pas forcément de développement. Et après, si vous avez des questions sur la nuance que je fais entre développer ces CPS et les mobiliser, voilà, j'y répondrai bien volontiers. Et comme j'ai vu que souvent dans le webinaire sur le jouet à débattre, il y avait des questions autour de bah, comment l'intervenant, lui, doit-il se positionner par rapport aux élèves. Du coup, je me suis permise de rajouter un petit élément, c'est que dans l'animation des jouets à débattre, qui implique de mobiliser les compétences psychosociales. En fait, il n'y a pas que les compétences psychosociales des élèves à mobiliser, il y a aussi celles des intervenants, pardon. Et l'idée, c'est que la posture de l'intervenant doit être structurante dans le sens où il ne faut pas laisser les élèves partir dans tous les sens. Donc, il faut quand même avoir une maîtrise du support pour pouvoir venir un peu canaliser, pouvoir leur poser des questions ciblées pour s'assurer qu'ils ont maîtrisé un petit peu les ressources. Et en même temps, ça doit être soutenant, c'est-à-dire qu'on doit être très encourageant. Euh, donc, il faut essayer en fait de limiter les postures contrôlantes. Peut-être que voilà, sur cette séance-là, on décide qu'on ne va pas sanctionner les élèves si le comportement n'est pas adapté, mais peut-être plus voilà, saisir ces occasions-là pour faire un point sur les compétences psychosociales. Et l'idée, c'est vraiment que les élèves, pendant ce temps-là, aient le sentiment, enfin, il faut essayer de nourrir un certain nombre de besoins psychologiques dont ils ont besoin. Et c'est, voilà, pour stimuler leur motivation, on sait que les élèves ont besoin de se sentir autonomes. Euh, Ils ont besoin de se sentir compétents, c'est-à-dire aptes à faire face à la situation, et ils ont besoin de proximité sociale. Voilà, donc d'être connectés entre eux, entre élèves, mais connectés aussi avec les animateurs. Donc ça nécessite souvent pour les enseignants de réviser un petit peu la posture de classe traditionnelle. On n'est pas dans un contexte d'enseignement simultané. Et donc, probablement voilà, ça se rapproche plutôt du type de posture qu'il faut adopter sur des pédagogies alternatives, type enseignement mutuel pour ceux qui pratiquent la classe mutuelle voilà, pour vous donner un exemple. Voilà, alors je vais pas prendre la parole plus longtemps parce que je suis extrêmement bavarde. Bah, je préfère rebondir et vous laisser la possibilité de poser des questions et pour compléter mon propos. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Florence et Valérie. Donc, je pense qu'on peut passer à la première partie, qui est comment justement animer un groupe scolaire. Je vais juste regarder s'il n'y a pas des questions dans le chat pour l'instant. Ah, je sais pas comment on fait ça. Bon, c'est pas grave. Ah oui, alors. Non, pas pour l'instant. Merci. Ok, alors on peut passer à la première partie. Je l'ai décomposée en deux points. Justement, instaurer le climat de confiance entre l'enseignant et les élèves, et ensuite la dynamique de classe entre prof-élève. Quand je dis prof, professionnel, en tout cas de l'éducation et les élèves. Pour la première question, c'est une question je me posais autour de la spatialisation. Justement, est-ce que la spatialisation pour du jeu dans la classe, elle aide vraiment les élèves et les professionnels à changer de cadre? Quels apports théoriques vous avez pu constater autour de la spatialisation d'un jeu? Bah alors, je vais peut-être prendre la question, tenter d'apporter un premier élément de réponse et Valérie pourra compléter. Bah, du coup, j'ai dans une des diapositives que j'ai présentées, hein, j'ai montré un petit peu comment on configurait la salle de classe. Et l'idée, vraiment, je pense, c'est qu'il faut essayer de sortir du cadre traditionnel de l'école
Je pense que ça, c'est important et les élèves sont très demandeurs de sortir du cadre scolaire, ce qui pose question d'ailleurs. Et donc, il faut casser le format de classe en autobus. Ça, c'est une certitude. Il y a un vrai réaménagement à faire pour sortir pour casser le cadre en fait. Et peut-être même que l'idéal, et là du coup, bah, Valérie sera sans doute contente que je le dise, mais même l'idéal de réaliser les jouets à débattre en dehors de l'établissement scolaire, ça peut être favorable. Nous, on sait que par exemple au théâtre, dans les ateliers théâtre, les élèves sont plus libérés quand on arrive à les organiser dans le théâtre qui se trouve à 5 minutes de l'école. Ils nous prêtent régulièrement le plateau, mais voilà, ça peut pas être systématique. Et on voit bien que le fait de les faire sortir de l'école, ça les libère quand même, quoi. Voilà. Ah, Mais je on peux peut pas compléter. toujours. On peut pas toujours le faire. Ouais, alors en fait, nous, on intervient dans les établissements Ah, scolaires. On n'a d'accord. pas de lieu d'accueil, donc on se Ok. déplace. Donc on n'a pas toujours la maîtrise de la spatialisation, puisque c'est dans la classe de l'enseignant qui nous fait venir. Alors parfois, il y a plusieurs cas de figure. Parfois, on peut spatialiser parce que les tables sont mobiles et que l'enseignant est d'accord. Et parfois, on ne peut pas. Dans tous les cas, je suis pas sûre que ça facilite vraiment les élèves à changer de cadre parce qu'on reste dans la classe quand même, on reste dans le cadre scolaire quand même. Par contre, ça facilite beaucoup du point de vue pratique, le travail de groupe, etc. Et parfois, c'est pas possible parce que ça m'est arrivé de le faire en laboratoire, par exemple. Et là, sur des paillasses, les paillasses, elles sont vissées au sol et elles bougent pas. Voilà. Par contre, tout en restant dans l'établissement, j'ai fait des séances dehors quand il faisait beau, donc sur la pelouse. Et là, c'était dépaysant pour les élèves parce que ils étaient assis par terre, parfois même ils pouvaient être allongés par terre pendant la phase de préparation. Ils discutaient un peu comme ils voulaient. Et, et c'est quand on revient en grand groupe pour faire le débat où là, on scénarise un peu plus, on met tout le monde en cercle, on met les personnes qui parlent debout. Enfin, là, vraiment, on spatialise. Et là, ça acte un petit peu le côté solennel de la chose. Voilà. Mais c'est plus la mise en contexte qui permet vraiment de changer de cadre, jouer avec la lumière, éventuellement l'ambiance sonore, l'intro avec la vidéo quand il y en a une, peut-être remettre l'émission de façon secrète, théâtraliser un peu l'animation en se présentant comme le maître du jeu et pas le professionnel qui vient. Voilà, c'est plus ça aussi qui permet d'aider à changer de cadre. Voilà. Très bien, merci beaucoup. J'avais une question justement concernant la préparation en amont d'une animation de jeu, donc d'un jouet à débattre. Comment est-ce que vous préparez, comment bien préparer l'animation? Et est-ce que c'est vraiment nécessaire, par exemple, de dire en amont aux élèves que bah, on va faire une séance de jouets à débattre? Alors, bah, je prends. Valérie, si tu veux prendre la Oui, oui, parole, tu me dis, on oui. peut tourner, hein. Pas de souci. Non, non, vas-y, vas-y. Je me venge, je suis passée en deuxième dans la présentation, du coup maintenant j'essaie de prendre la première place. Non, je rigole. Oui, je pense que c'est quand même important de le préparer en amont. Je trouve que ce que Valérie fait, de vraiment prendre 2 heures de préparation d'introduction, moi je pense que c'est quelque chose d'important que je ne fais pas, mais je juge que justement ça c'est une de mes insuffisances. Alors je le fais un tout petit peu, je l'ai initié l'année dernière notamment sur le jouet à débat de climat. C'est important d'expliciter en fait parce que mine de rien les scénarios de jouer à débattre sont très riches. Donc les élèves peuvent rapidement perdre pied et être un petit peu désorientés devant la masse d'informations qu'ils vont brasser sur 1 heure et demie ou 2 heures. Donc je pense que de faire un travail d'explicitation pour fixer les idées et donner une espèce de structure avant d'arriver, ça me paraît très important. Et ce même travail-là peut être fait. Je sais que par exemple dans le jouet à débat de climat, je fais 2 introductions qui sont relativement courtes. Mais une introduction sur la thématique, on pose le problème. On utilise souvent d'ailleurs les vidéos d'introduction que vous faites parce que je les trouve vraiment bien. Et je suis d'accord avec Valérie, ça donne du peps en fait. Voilà, ça permet de sortir un peu du cadre.
purement scolaire. On pose le problème et on se dit, bah voilà, ce jouet à débattre, il aura comme vocation de réfléchir aux solutions. Voilà, qu'on peut essayer de mettre en œuvre pour régler ce problème-là. Et après, je fais ce même travail d'explicitation sur les compétences psychosociales, puisque moi, mon objectif, c'est pas juste de les mobiliser, mais de les développer. Donc, il y a un vrai travail d'explicitation. Qu'est-ce que vous allez travailler comme compétences psychosociales et à quel moment précisément du jeu? Donc, moi, je pense que c'est vraiment important. Ouais. Oui, je suis d'accord. La préparation, alors de nous-mêmes déjà oui, de l'enseignant aussi oui. Mais la préparation des élèves, faut pas qu'ils arrivent euh, comme ça sans savoir. Déjà nous, en tant qu'intervenant extérieur qui on est, qu'est-ce qu'on vient faire. Enfin voilà, qu'ils soient préparés psychologiquement à faire quelque chose d'un peu différent, ça c'est hyper important. Et après, alors c'est pas toujours possible, mais qu'ils aient au moins travaillé un peu avec l'enseignant avant sur le Mm. sujet global pour qu'ils aient quand même des idées, même si ils sont censés jouer un rôle lors du débat, mais qu'ils n'arrivent pas complètement vierges sur le sujet le jour J, quoi. Mm. Ouais, il faut des boussoles. Ce temps de préparation, ça permet en fait d'installer une espèce de boussole, voilà, pour pas que ça parte dans tous les sens. D'accord. Et que ça démarre Mm. aussi sans tarder. Parce que mine de Oui. rien, ça prend du temps. 1 heure et demie, c'est juste, hein. Pour moi, je prends bien 2 heures de débat. Oui, Voilà. oui, Donc pour je suis démarrer d'accord. tout de suite sans avoir à recontextualiser. C'est vrai que, alors, je suis pas encore dans l'école, mais c'est vrai il y a aussi le temps scolaire où on a des programmes à remplir. Enfin, il faut remplir le programme et c'est vraiment, vous pensez que c'est vraiment nécessaire d'avoir ce moment de préparation en amont? Bah, en fait, ça sert à rien de faire un débat si on ne sait pas sur quoi on débat. Ouais. Et même s'il y a de la matière qui est fournie, les sujets sont quand même complexes et riches. Mm. Et c'est pas forcément évident pour les élèves de. C'est pas des sujets qu'ils abordent tous les jours, en fait. Donc, il faut quand même qu'ils sachent de quoi ils parlent. Après, simplement, Fatoumata, ça dépend ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut les divertir? Auquel cas, une préparation un peu solide en amont n'est pas forcément utile parce qu'on est dans le divertissement, ils passent un bon moment, ou est-ce qu'on a envie qu'il reste quelque chose de cette séance? Voilà. C'est un peu le... Et de toute façon, la séance, elle permet de traiter des points du programme scolaire. Comme c'est bien précisé dans vos supports, en fait, même si les programmes changent à intervalles réguliers, on peut quand même faire des croisements avec le programme, ne serait-ce que pour préparer à l'oral, au grand débat, etc., quoi. Très bien, merci beaucoup. J'avais une question concernant la figure de facilitation. Comment justement on fait pour que les élèves ne voient pas en nous des figures sachantes, étant donné que voilà, on arrive et on a un peu cette posture de c'est moi qui sais entre guillemets. Comment on fait pour que les élèves voient en nous des figures de facilitation pendant le jeu et non pas des figures sachantes? Alors, je vais m'y mettre. Ouais. J'y connais rien en intelligence artificielle. Donc je le dis, voilà, je suis pas là pour apporter des informations, je suis là pour aider les élèves à trouver leurs propres informations et à se forger leur propre opinion, déjà. Euh, En plus, je suis pas l'enseignante, mais je suis la facilitatrice et c'est pareil pour l'enseignant qui est là et j'ai le rôle de maître du jeu. Donc je me présente comme le maître du jeu et c'est un rôle à conserver tout du long de pas sortir de cette posture-là, en fait. Je suis là pour faciliter, mais pas pour amener des connaissances. Alors, avec un bémol, parce qu'il y a certains sujets que je connais plus que d'autres quand même, et parfois les cartes les fiches informations qui sont fournies aux élèves, particulièrement sur climat et alimentation durable, sont très synthétiques et on est obligé d'amener un peu de contenu en plus parce que sinon c'est compliqué pour les élèves de se positionner. Voilà. Et Alors, je vais amener aussi comment dire, le point de vue de ma collègue qui a travaillé aussi en tant qu'animatrice Jeux à débattre. Elle a animé, enfin, elle anime toujours des débats philo. Et donc, elle a fait une formation pour l'animation de débats philo. Et elle joue parfois ce qu'elle appelle l'avocat du diable. Quand tout le monde est plus ou moins d'accord sur la même solution, eh ben, elle va titiller, pousser dans les retranchements et avoir challenge, des ouais. postures un peu inverses, voilà, pour pousser les élèves à À se réfléchir. dépasser. Mm.
Alors, quand on est enseignant, on a une difficulté, c'est qu'on n'arrive pas, il faut qu'on fasse peau neuve. C'est-à-dire les élèves nous connaissent. Alors, personnellement, ça fait quand même un certain nombre d'années que je réfléchis à ma posture d'enseignante. Et en réalité, je suis très intéressée à la retravailler et à en fait essayer d'avoir dans mes classes, dans les enseignements, je dirais traditionnels, d'avoir cette posture soutenante et structurante. Et je pense pas un enseignant contrôlant qui aime un silence dans sa classe et qui sanctionne s'il y a du bruit, etc. Ce sera pas forcément facile pour lui de passer dans une posture où bah, on laisse la classe s'animer, voilà, et on essaie de trouver un état d'équilibre entre le fait que les gens doivent s'écouter et se respecter, et puis en même temps quand même permettre les échanges. Donc, je trouve que c'est pas très facile, et en réalité, c'est pas une question qu'on se pose quand on décide de mettre en place, d'organiser un jouet à débattre. En fait, c'est une question qu'on se pose tout le temps. Donc, soit on remet en question la posture contrôlante de l'enseignant dans la classe, et ça, on le fait à l'occasion du JAD, mais en dehors du JAD, soit on le fait pas. Mais c'est vraiment, enfin, c'est une question vraiment compliquée, quoi. C'est difficile. Alors après, ce qu'on peut tenter de faire, qui peut être intéressant, c'est éventuellement mais ça rajoute un petit peu, ça rallonge un peu la séance, c'est de voir si on peut pas réfléchir avec eux au cadre dans lequel on veut que se déroule, de fixer avec eux le cadre dans lequel déroulera le JAD. Et ça peut se poser tout simplement, par exemple, on peut utiliser un outil comme WooClap qui permet de faire des nuages de mots. On peut poser une question, donc ils peuvent sortir leur smartphone, ils scannent un QR code, ils ont accès à une question. Voilà, donner un ou deux mots, leur demander de donner un mot-clé qui leur permettrait, enfin, leur poser la question de savoir qu'est-ce qu'il leur faudrait pour être à l'aise, pour profiter au mieux de se jouer à débattre. Voilà, et on leur demande de donner un mot-clé, deux ou trois mots-clés. Et peut-être qu'à cette occasion-là, on peut rebondir et voir qu'ils vont dire, bah, nous, on aimerait sortir du cas scolaire, nous, on aimerait de la bienveillance, nous, on aimerait que le professeur nous soutienne, etc. Et peut-être aux collègues, en fonction des mots qui apparaissent dans le nuage de points, bah voilà, d'essayer d'adapter sa posture pour essayer de respecter ce cadre que les élèves auront fixé. Et comme c'est les élèves qui ont fixé ce cadre, ils s'y tiendront plus facilement. Tout le monde sera d'accord sur la manière dont doit se dérouler le jeu pour que tout le monde puisse en profiter le mieux. Et ça veut dire que s'ils parlent de respect et d'écoute, si jamais ils s'écoutent pas entre eux, vous pouvez toujours dire, bah, les loulous, c'est quand même vous qui avez fixé les règles, vous avez demandé de l'écoute, donc vous devez respecter ce que vous avez établi en début, comme un espèce de contrat social. Voilà. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu expérimenter justement ou c'est Alors, pas encore... sur le jouet à débattre, Ouais. mais sur d'autres enseignements, oui. Et est-ce que ça a vraiment changé les choses Bah, ou... en fait, ça leur permet, par exemple, j'avais dit que c'était important pour les élèves de se sentir autonomes. Bah, ça permet d'alimenter ce besoin-là, puisque c'est eux qui fixent les règles du jeu dans la classe, c'est pas l'enseignant. C'est pas l'enseignant qui impose de manière descendante le cadre. Et en fait, c'est assez étonnant, hein, ils sont très demandeurs de bienveillance, mais aussi de discipline, de respect, d'écoute. Ça, je vous ressors des mots que je retrouve de manière récurrente. Et alors, Voilà. pour moi aussi, c'est plus facile parce que j'ai l'enseignant dans ma classe avec moi. Donc, l'enseignant, il est en soutien, il me présente au début et puis après, il est en soutien avec les groupes. Et moi, j'ai plus la posture de maître de jeu. Donc, je peux même carrément m'inventer un personnage, en fait, et garder ce personnage du début jusqu'à la fin du débat et sortir de ce personnage quand on vient sur la phase de conclusion en revenant sur leurs propres opinions, ce que eux en ont pensé, etc. Par contre, c'est important de rester tout le temps dans le même personnage pour ne pas brouiller Les pistes, brouiller ouais. le message, quoi. Mm. Alors après, ça peut donner, les jouets à débattre, c'est pas du luxe hein, d'être deux animateurs, honnêtement, clairement. Hein. Donc après, on peut aussi choisir d'utiliser la stratégie good cop, bad cop. Hein. Moi, j'ai des collègues avec qui je m'entends bien, qui ont des postures contrôlantes, hein. Et on s'entend extrêmement bien. Voilà, aussi étonnant soit-il. Donc après, on peut aussi essayer de jouer avec les binômes en prenant des personnalités complémentaires hein, qui s'accordent, mais
voilà, qui n'ont pas forcément la même gestion de classe. Et Voilà. ben justement, on va parler de la dynamique de classe. La question que j'avais autour des affinités, c'est est-ce que vous préférez, est-ce qu'il faut séparer les élèves qui ont beaucoup d'affinités entre eux au risque que ça bavarde, ou au contraire, est-ce qu'il faut séparer les élèves au risque que le groupe ne prenne pas? Euh, je, je me pose la question pour vous, Valérie, parce que du coup, la posture est différente. Est-ce que vous demandez à ce qu'on sépare les groupes, ou est-ce que vous demandez, ou est-ce que... Je demande pas, c'est l'enseignant qui D'accord. connaît sa classe et qui gère sa classe. J'ai eu un peu tous les cas de figure. Alors c'était une pratique fréquente, j'ai l'impression, dans cette classe-là, l'enseignant qui numérote ses tables sur des paillasses et qui distribue des numéros quand les élèves rentrent dans la classe et du coup ils sont mixés automatiquement. C'est pas l'enseignant qui dit toi tu vas avec un tel, toi tu vas avec un tel. C'est pas toujours très bien vécu, mais quand c'est le hasard, ça va, ça passe mieux. Voilà. Après, le bavardage, moi, ça me dérange pas. C'est difficile de. Déjà, l'exercice de débat est difficile, mais quand c'est avec quelqu'un à qui on s'entend pas, c'est encore plus difficile. Donc peut-être que pour démarrer, c'est bien d'être avec quelqu'un qu'on connaît bien et avec qui on s'entend bien. Donc, voilà. Alors, C'est l'enseignant qui. ouais. Vas-y, Valérie, finis, C'est bon, excuse-moi. c'est bon. J'ai manqué d'écoute. Nous, on se pose tout le temps la question. Voilà. Clairement, c'est tout le temps la question qu'on se pose. Est-ce qu'on les mélange ou est-ce qu'on on fait les tables? Voilà. Est-ce qu'on décide ou est-ce qu'on les laisse s'installer comme ils veulent? Et je pense qu'en fait, ça, c'est hyper dépendant de la classe. Là, je pense qu'il faut que l'enseignant, il se fasse confiance. Après, peut-être le compromis, c'est on laisse deux élèves qui se connaissent être ensemble sur une table avec des gens qu'ils connaissent moins. Voilà. Ça peut peut-être être le bon compromis, mais c'est une vraie question qu'on se pose à chaque fois et je suis pas sûre qu'il y ait une seule réponse. Je crois qu'il faut que l'enseignant il se fasse confiance et qu'il fasse comme il sent. Il connaît ses D'accord. classes. Ouais. Oui. Ok, super. Merci beaucoup. J'avais une question concernant l'interaction professionnelle-élève. Comment est-ce qu'on instaure un climat de confiance? Surtout quand justement il y a l'aspect autorité stricte qui entre en jeu. Euh, en fait, pour moi, c'est pas spécifique au jouet à débattre. En fait, c'est de manière générale. Après, j'ai pas de réponse de recette miracle à apporter à ça. Enfin, pour moi, en tout cas, qui ne connaît pas les élèves, ou très peu, parce que je les ai vus qu'une seule fois avant, c'est genre être poli, se présenter, être souriant quand ils entrent en classe, enfin voilà, faire, comment dire, me présenter à eux de la manière que j'aimerais qu'ils se présentent à moi. Voilà, c'est une question de réciprocité. Les écouter, et puis voilà, enfin, c'est une question de relation humaine, en fait. Ouais, c'est ça en fait. Et je suis d'accord avec Valérie, ça se pose pas que pour le jouer à débattre. Alors après, fixer un cadre et l'expliciter de manière claire, ça peut aider. Un prof qui est un peu contrôlant dans ses classes et qui a envie de tenter l'expérience voilà, de décider de lâcher un peu prise, peut aussi explicitement le dire aux élèves. Là, on change de contexte, c'est un peu différent. On va pas faire comme d'habitude et le dire de manière claire pour dire, et quand on reviendra en classe demain, tous ensemble, on reprendra les habitudes de, voilà. Euh, mais l'idée, c'est que là, il faut que l'élève, il se sente un peu libre de faire les choses comme il l'entend. Qu'il ne se sente pas jugé, qu'il n'ait pas l'impression d'être évalué. Donc, pas de regard de ce type-là. Je pense que ça vaut vraiment le coup, en tout cas, de le penser de cette manière-là. Et moi, j'insiste sur un point qui me paraît important, que j'ai parfois du mal à défendre, y compris auprès de mon mari avec mes propres enfants. Être bienveillant ne veut pas dire être laxiste. Voilà. Oui, parce que la confiance, elle est équitablement répartie entre tout le monde, je veux dire. C'est aussi le fait de dire au début, bah, il va s'agir d'une séance de débat. Donc, tout le monde est légitime à s'exprimer. Il n'y a pas de mauvaises opinions, mais par contre, il y a des mauvaises façons de les exprimer. C'est ça.
Et aussi être attentif à ce que tout le monde puisse s'exprimer, parce qu'il y en a qui parlent toujours beaucoup plus que les autres. Donc, faire en sorte que chacun puisse parler quand il en a besoin et envie. Et Euh, là, et là, on en revient hein, à l'écoute. C'est-à-dire que ça, c'est quand même, voilà, faites attention, écoutez-vous. Écoutez-vous entre vous, écoutez l'enseignant, l'enseignant doit être à votre écoute, etc. Et l'écoute, c'est quand même voilà, je pense que c'est quand même la chose sur laquelle il faut probablement le plus insister. Et la manière dont on dit les choses. Oui, je trouve que Valérie a tout à fait raison. C'est pas tant ce qu'on dit que la manière dont on le dit. Et ça, c'est pareil. Je veux dire, c'est ce genre de recadrage qu'on peut faire dans les jouets à débattre. mm. C'est-à-dire, tu as raison de le dire, mais pas de cette manière. Là, tu es beaucoup trop agressif. La personne en face va se braquer. Donc, tu n'auras rien gagné. Tu vas pas la convaincre puisque tu la braques. Donc, il y a ça permet de faire plein de micro-interventions autour justement des compétences psychosociales. C'est pour ça que je le trouve intéressant de ce point de vue. Il y a la question du rire aussi et de la moquerie. Je me souviens, sur une séance de climat et alimentation durable, il y a un groupe, alors je sais plus lequel, qui disait non, mais nous, on veut pas de cette solution parce qu'on va tous se retrouver au chômage. Et je sais plus comment ils l'ont dit, mais ça a fait rire toute la classe. Et je leur ai dit, oui, mais attendez, c'est pas une blague, en fait, c'est vrai, c'est un vrai sujet. Et mettez-vous à leur place. Imaginez-vous travailler à cet endroit-là. Tout le monde décide qu'il faut arrêter de produire de telle manière parce que c'est bon pour l'environnement. Comment est-ce que vous feriez? Donc c'est une vraie... Voilà, mettez-vous à la place des autres, quoi. Voilà. Donc, voilà, on travaille l'empathie. Voilà. Donc, on voit bien que c'est très, très mobilisateur des compétences psychosociales, cette histoire-là. Donc, moi, je pense que c'est vraiment le truc à gratter. Si on veut essayer de travailler sur la question de la dynamique de classe, il faut aller chercher du côté des compétences psychosociales, en fait. Très bien, merci beaucoup. Et pour clôturer cette première partie, la dernière question que j'avais, c'était comment on fait quand il y a des élèves qui s'accaparent la parole, ou au contraire, qui restent très silencieux? Quelle technique on peut mobiliser pour ne pas les brusquer dans un cas ou dans un autre? Alors, il y a le bâton de parole qui peut être intéressant. Mm. On distribue la parole de cette manière et seulement celui qui a le bâton a le droit de parler. Euh, et puis, bah, certains, en fait, n'ont pas juste pas envie de s'exprimer, à l'oral en tout cas. Donc, ça peut être de s'exprimer de manière écrite, par exemple, par un pad ou par des feuilles volantes voilà. Si vraiment c'est compliqué pour eux de s'exprimer devant tout le monde, alors déjà, en petit groupe, c'est plus facile. Donc, parce qu'il y a toujours une phase où ils sont en petits groupes à discuter entre eux et une phase où ils vont au tableau. Donc, quand ils veulent pas, vraiment pas aller au tableau, on ne les force pas à aller au tableau pour s'exprimer devant tout le monde. Le travail qui est présenté au tableau, c'est un travail de tout le groupe. Donc, le rapporteur doit pouvoir être à l'aise. Après, ils n'en sont pas tous au même Mm. niveau. Donc, chacun progresse à son niveau, quoi. Voilà. Donc, on force pas. Non, on force pas, je suis d'accord. Mais après, effectivement, si on arrive à installer un cadre bienveillant, ça facilitera. Voilà. Après, il y a toujours les timides, les grands timides, une timidité un peu maladive. Et là, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il faut pas forcer. Donc, il faut encourager. Il faut venir les voir personnellement, en duel, essayer de voir avec eux. Est-ce que tu es sûr que Mais on peut pas forcer. On doit encourager, mais on force pas. On contraint pas. Très bien, merci beaucoup. On va passer à la deuxième partie. Justement, comment adapter sa posture d'animation face aux jeunes. Et la première question que j'avais pour vous, c'est comment est-ce qu'on n'interprète pas personnellement une situation? Dans le sens où, par exemple, certains élèves vont avoir des regards ou alors ils vont avoir des réflexions. Comment on fait pour ne pas se sentir personnellement, enfin, comment on n'interprète pas personnellement ces regards, ces chuchotements, voilà. Bah, il faut rester humble et puis accepter que quoi qu'on fasse, tout le monde est libre de penser ce qu'il veut. Voilà. Et puis après, si c'est vraiment une conduite dérangeante,
on peut adopter le principe de la communication non violente, dire j'observe ça, ça me fait me sentir comme ça, et, et j'aimerais que j'ai besoin d'autre chose, quoi. Voilà. Et est-ce que Hmm. tu pourrais adapter ton comportement en fonction de ça? C'est donner l'exemple aussi sur comment on réagit quand on se sent pas bien face à une situation. En fait, c'est l'explicitation. Mm. C'est-à-dire, OK, les loulous, qu'est-ce que vous êtes en train de vous raconter là dans le coin? Ah non, madame, on veut pas le dire, etc. Elle dit, bah si, si, partagez-le au groupe. Enfin, on est à votre écoute, on peut en discuter. Et puis si vraiment, voilà, et on leur dit, bah dans ce cas-là, vous recommencez pas. Si vous partagez pas au groupe, vous ne faites pas. Mais voilà, je pense que l'idée, moi je pense que c'est important, c'est de pouvoir expliciter les choses, de pouvoir dire, comme m'a dit Valérie, quand, voilà, enfin, exprimer le fait que ça peut être gênant, etc. Et tout est dans la manière de le dire, et je pense qu'il faut pas mettre de charge émotionnelle. Donc on n'est pas agressif, on le prend pas pour soi, on le prend pas comme une attaque, on le prend tranquillement en fait, hein. Je veux dire, c'est la force tranquille. Ça me pose problème, je te le dis tranquillement, on en parle tranquillement, quoi. Ou pose problème à un camarade, est-ce qu'on peut en parler tranquillement? Est-ce que tu peux comprendre pourquoi ça pose problème? Et vraiment de manière très, très posée, quoi, hein, euh, sans jugement. Enfin, on en discute. Très bien. Merci beaucoup. C'est vrai que dans un débat, c'est parfois animé et les élèves, voilà, ils exaltent leurs émotions, leurs sentiments. Et comment on fait pour faire face aux émotions des élèves lorsque ça dérape? Si ça dérape, bien sûr. Florence? Ouais, j'essaie de réfléchir parce que ça nous est arrivé une fois, hein. Vraiment, vraiment, deux ou trois élèves très en colère qui ont claqué la porte en sortant de la salle. Je pense que ce qui est important, c'est bon, bah, nous, on est allé les rattraper, hein, on les a pas laissés filer, on est allé discuter avec elles. Euh, je pense que c'est important peut-être de leur dire, attendez, on dérape, là on voit qu'il y a de la colère, etc. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, très probablement, ce qu'il va falloir faire, c'est ce qu'on appelle un retour réflexif. C'est-à-dire, on termine le jeu. Mais par contre, il faut absolument prendre le temps d'en parler à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi une telle charge émotionnelle? Qu'est-ce qui s'est joué? Voilà, alors après, parfois, enfin, on n'est pas psychologue non plus. Donc la question, c'est est-ce que si jamais on sait que la classe peut être un peu difficile, on connaît déjà un peu la classe, on sait qu'il y a déjà des personnalités voilà, pour qui voilà, qui sont peut-être sensibles et avec qui ça peut déraper. Est-ce qu'on peut pas imaginer du coup que l'infirmière scolaire participe à la séance? Ce qui lui permet, ce qui fait que si à un moment donné, ça va pas avec un élève, elle va pouvoir le prendre en aparté. Voilà, ce qui décharge éventuellement l'enseignant de ce travail-là qui n'est pas vraiment le sien. Euh, mais bon, ça se voit au théâtre, hein. On a des gamins qui se mettent à fondre en larmes sur certains exercices parce que ça libère des choses. Voilà, on n'est pas tenu d'avoir ce rôle-là de psychologue. Donc à ce moment-là, il faut peut-être aller regarder du côté de la vie scolaire. Voilà, on leur dit qu'on organise ça et ils se tiennent prêts à accueillir quelques élèves dans leur bureau si besoin. Ça peut être une solution. Moi, j'ai jamais eu le cas, par chance. Voilà. Après, ma collègue me dit les outils magiques, la reformulation et l'argumentation. Donc, on pose des mots sur l'émotion déjà. Ouais. On dit qu'elle a le droit d'être là, qu'elle est légitime, forcément. Et après, peut-être généraliser avec la classe, dire, bah voilà, on peut ressentir de la colère dans cette situation, c'est possible. Pourquoi, d'après vous? Quelles pourraient être les raisons qui vous feraient vous ressentir de la colère dans cette situation? Et du coup, ça enlève aussi le projecteur de l'élève qui est dépassé par ses émotions, quoi. Mm. En tout cas, le retour réflexif, je pense que c'est ça et éventuellement un coup de main de la vie scolaire Mm. en backup. Mm. Si on a la chance d'avoir une infirmière scolaire dans C'est l'établissement. ça. Non, bah, je dis ça, mais on n'en a pas, hein, mais bon, la CPE, voilà, elle peut. Enfin voilà, on sait qu'on peut lui envoyer nos élèves si jamais il y a un souci, quoi. Très bien. Autre question que j'avais, c'est comment on pratique de l'écoute empathique quand on a des élèves assez agités?
Moi, je me pose beaucoup la question. Et en fait, au théâtre, j'ai un exercice que j'aime beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut introduire. Alors, si vraiment ils sont pas du tout dans l'écoute, très agités, pas du tout dans l'écoute, de toute façon, le jeu va pas démarrer. Donc, je pense qu'on peut se permettre de perdre du temps. Donc, à ce moment-là, peut-être introduire un petit jeu où ils se mettent en duo, de préférence deux personnes qui se connaissent pas. Et en fait, on les fait se faire des mouvements miroirs. Il y en a un qui initie et l'autre qui essaye de suivre et on fait tourner en gardant le contact visuel. Et on est dans le silence. Ça, c'est de l'écoute. C'est de l'écoute non verbale, mais c'est un vrai travail sur l'écoute. Donc déjà, comme ils n'ont pas le droit de parler, peut-être qu'ils vont un petit peu se calmer, ils vont se concentrer sur les mouvements de l'autre et ils vont peut-être intégrer physiquement, voilà, par de l'expérientiel, par quelque chose de physique, ce que c'est qu'être à l'écoute. Voilà, peut-être que ça peut être un exercice à introduire si vraiment ça démarre très mal. Très bien, merci beaucoup. Euh, J'avais une question sur la modération du groupe. Des fois, et voilà, les élèves, ils argumentent entre eux et on a envie d'intervenir en tant qu'animateur ou prof. Comment est-ce comment est-ce qu'on fait pour rester modérateur? Comment on fait pour ne pas intervenir dans les arguments donnés entre les élèves? On se fait violence. Voilà, c'est ça. Et tant que ça se déroule bien et que ça Voilà. coule tout seul, il n'y a pas de raison de s'intervenir, en Ouais, fait. Ouais. exactement. Faut se souvenir de quand on était élève et qu'on aimait que le professeur nous laisse de la place. Voilà. Ok. Et dernière question, bah, comment est-ce qu'on fait pour engager et motiver les élèves quand ils sont pas motivés à faire un jeu, de jouer à des battes? C'est-à-dire, ils sont Alors, tout mous. Ouais, vas-y Valérie, si tu as quelque chose, je te laisse. l'introduction de la séance est hyper importante. Le fait enfin, de se présenter en tant enfin, présenter le scénario comme si on entrait dans un escape game, par exemple, où voilà, l'immersion est hyper importante. Euh, Raconter une histoire, enfin, distribuer les rôles de manière scénarisée, là tout de suite, ça provoque l'intérêt, en fait. Tout à fait. Normalement, ça devrait suffire. Mais après, on peut très bien, pour les mettre en action, c'est pareil, hein, si vraiment c'est absolument très très mou, c'est voilà, peut-être un petit exercice brise-glace qui dynamise un peu le corps, quoi. Voilà, les obliger à bouger dans la classe, quoi, pour les dynamiser physiquement. Ça peut relancer. Donc ça, il y a plein sur Internet, on trouve très facilement des petits exercices brise-glace voilà, qui activent un peu, quoi, qui tonifient un peu le corps des élèves. Et donc, du coup, après, psychologiquement, ils sont un peu plus en alerte, ils sont un peu plus réveillés. Mais normalement, effectivement, je suis d'accord avec Valérie. Et puis en Si on plus, c'est scénarise une bien. activité qui change un peu du quotidien. Ouais. Donc, en général, ils n'ont pas de. C'est plutôt trop animé que pas assez, quoi. C'est ça. C'est plutôt dans ce sens-là, hein, ouais. Très bien. Bah, merci beaucoup. Euh, on va passer au temps d'échange et de questions. Si jamais vous avez des questions, voilà, c'est le moment. Ou si vous avez envie de partager votre expérience, n'hésitez pas. Je regarde si dans le chat, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Bah, je pense qu'on peut... Ah, je regarde. Comment aussi mobiliser les profs? Alors, est-ce que c'est possible de préciser la question? Mobiliser dans quel sens? Trouver des collègues pour co-animer avec nous ou que les profs s'impliquent je ne sais pas si Pamela peut préciser sa question Oui, je en cherchais prenant. comment on allumait le micro. Ouais. Oui, en fait, ma question, c'est plutôt parfois, c'est pas forcément des personnes qui sont volontaires. Du coup, comment aussi les mobiliser du côté de l'animation, surtout quand ils ont, comme vous le disiez avant, une posture assez cadrante, autoritaire, et du coup, c'est pas forcément du tout la même position.
Et comment vous arrivez à, si jamais, hein, si vous avez réussi à trouver des petits conseils pour les mobiliser? Alors moi, j'ai jamais co-animé avec un collègue contre sa volonté. Maintenant, je sais que dans mon équipe, on est quatre profs. Il y en a deux qui sont plutôt posture soutenante et deux plutôt posture contrôlante. Mais en fait, comme elles sont volontaires pour... alors, ce qui se passe, c'est qu'en général, comme on est quatre, d'ailleurs, on fait des binômes. C'est-à-dire, il y a une soutenante pour une contrôlante. Mais comme elles restent volontaires, elles sont capables d'être un peu dans la retenue. C'est-à-dire, elles sont voilà, elles vont pas faire copain-copain avec les élèves, hein, clairement. Hein. Enfin, c'est pas l'objectif d'ailleurs, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, elles vont mettre un peu la pédale douce sur le côté contrôlant. Mais j'ai jamais fait ça avec des collègues qui étaient pas volontaires pour le faire. Ah, là, je pense que c'est très compliqué. Pamela, si jamais le collègue il a pas du tout envie de le faire, honnêtement, c'est très très compliqué. Ça veut dire que c'est à vous de jouer le vous savez qu'il aura le rôle du bad cop et c'est à vous de passer la pommade derrière, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir compenser, autant que faire se peut. Euh, alors, bonjour, est-ce que des vidéos pour faire rentrer plus facilement dans l'imaginaire seront mises en ligne sur tous les thèmes? J'ai pas d'informations à ce sujet, normalement je ne crois pas. Euh, et est-ce possible d'avoir un accès à un webinaire ou des vidéos pour voir comment vous avez pensé mener le jeu? Alors je suis désolée, j'ai pas trop compris la question. Alors la question, je pense que c'est peut-être qu'il y ait des séances aient été filmées, des séances de jouer à débattre, Ah oui. filmées pour voir un peu comment elles ont pu se dérouler et se jouer dans les établissements. Moi, j'ai pas de séquence complète, mais par exemple, je vous donne un exemple, c'est quand on a le jouet à débat biologie de synthèse. En fait, c'est des villages, donc du coup, je leur dis, vous êtes des conseillers municipaux, et chaque fois qu'il y en a un qui prend la parole pour développer un argumentaire, je lui mets une banderole du maire, là, bleu, blanc, rouge. Voilà, je lui demande de se mettre à un endroit qui fait un peu tribune, et puis il porte sa banderole. Voilà, pour essayer, parce que le costume, on s'aperçoit que quand même le costume, ça change les choses. Hein. On pourrait presque leur demander, dans ce jouet à débattre-là, s'ils sont conseillers municipaux, d'arriver un peu fringués, pas comme d'habitude, quoi. D'ailleurs, tu viens pas avec tes baskets et ton jogging, tu viens, tu te sapes un peu. Voilà. Et ça, nous, on sait qu'au théâtre, c'est incroyable comment le costume impacte après la pratique. Ils sortent de leur rôle, juste en leur demandant de s'habiller un peu différemment. Venez avec une chemise et des chaussures. Et vous mettez la banderole du maire et c'est assez dingue. Et ça peut marcher pour l'enseignant aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est assez dingue. Alors, les contenus et les argumentaires. Alors, en fait, sur le site Jouer à débattre, il y a des petites vidéos, il me semble, Oui. pour montrer comment vous avez fait les tests. Enfin, pas Euh, pour comment dire, communiquer hein, sur chaque thème. Il me semble qu'il y a des vidéos, des extraits de classe. il y a des extraits de comment Ah oui. se passait une séance de jouer à débattre, mais après on n'a pas de vidéo complète, enfin sur la séance complète. Il y a des Euh, commentaires aussi d'enseignants euh, oui, qui ont mis en place des choses. il me semble, oui. Il faudrait que je les retrouve. Je me Mais suis oui, basée non. dessus au début. Ouais. Alors c'est pas complet, ça traite pas toutes les situations, mais ça peut donner une idée déjà. Mm. C'est ça. Et c'est Mm. vrai que moi, pour le biologie de synthèse, j'avais fait ce travail-là. Mais après, faut pas s'attendre à un truc de dingue. Hein. Mais j'avais recensé tous les arguments des élèves. J'avais fait un tableau, mais je l'ai que pour biologie de synthèse. Très bien. Je crois qu'il y a une question de Kevin Carayon. Oui, bonjour. Moi, Bonjour. j'avais une question par rapport au fait où lorsque l'on est tout seul en tant qu'enseignant et animateur, comment ça se gère? C'est chaud. Ouais, c'est plus compliqué. Hein. Euh, En tout cas, tu sors de là, tu seras lessivé. Parce que c'est quand même assez sportif. Hein. Parce que quand ils sont dans les phases de concertation, l'idée c'est quand même qu'il faut les stimuler. Il faut s'assurer qu'ils sont au travail.
parce qu'ils ont vite, ils se dispersent et vite ils racontent ce qu'ils ont fait le week-end, etc. Donc quand tu as 5 tables avec 5 élèves par table, ouais, non, moi, je l'ai jamais fait toute seule, hein. Ah, moi, je l'ai Euh, déjà fait c'est toute seule. sportif. C'était pas en classe, c'était avec des élèves, enfin des jeunes, pardon, en service national universel. Et donc, ils étaient ouais, 15-20, une quinzaine. Dehors, là, c'était là où c'était dehors. Mais ils étaient plus âgés, enfin enfin, je fais plus collège d'habitude, et là, ils avaient 18-19 ans, quoi. Donc, c'était un peu plus simple que dans une classe, je pense, où ils sont une trentaine. Et du coup, là, dans ce cas-là où je suis tout seul, et en effet, ils ont 18-19 ans, donc les miennes, donc c'est faisable, manifestement. Il vaut mieux quel format? Un format où quel type de jeu à débattre, ce serait plus simple? Alors, moi, c'était intelligence artificielle et santé. C'est une bonne question. Euh, je sais pas trop comment, au niveau du type, c'est-à-dire, est-ce que c'est plus en format, Ouais, les formats en îlot avec Ouais, voilà, 5 groupes ou le format procès, quoi. c'est ça. Peut-être quand même un format en îlot. en élo, je pense, ouais, parce Ouais, que j'ai envie de te dire comme ça, mais si tu me demandes de rationaliser le truc, non, bah, parce qu'ils sont non, plus. l'avantage de Lilo, c'est qu'au moins, par exemple, je prends le biologie de synthèse, il y a 5 tours de jeu, tu as 5 kilos. Ça veut dire qu'au moins, tu te dis, pour un tour de jeu, tu peux vraiment te concentrer sur un îlot, le faire travailler à fond, même si sur les 4 autres tours, ça dérive un peu. Tu peux vraiment faire un travail de fond à chaque tour sur chaque groupe, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Que dans le procès, là, ils sont 10, 11 dans un grand groupe. Moi, je pense que ça peut être plus compliqué pour toi de driver, de cadrer un peu le truc. Ouais, plus les groupes Voilà. sont petits et plus c'est Ouais. facile, même s'ils sont pas vraiment très encadrés. Parce Ouais. qu'ils sont obligés de travailler, il y en a pas deux qui travaillent et les autres. Après je te dis ça comme ça parce que ça me vient là, parce que c'est un truc comme je m'intéresse un peu à l'enseignement mutuel, ça me vient à l'esprit. Si tu arrives à identifier 3, 4 élèves un peu sérieux, tu vois, dont tu pourrais te dire, ils peuvent ou dont tu sens qu'ils pourraient t'assister en TP. Tu vois, ils sont un peu plus rapides, ils pourraient, tu vois, si tu les nommes un peu moniteurs, tu vois, comme des référents. Ouais, ouais. Voilà. Il y a peut-être quelque chose à creuser sur des grands groupes comme ça où tu es seul. C'est finalement aller chercher de l'aide auprès de certains de tes élèves. Ça peut peut-être être D'accord. un truc intéressant. Je sais pas. Je te dis ça comme ça, mais Ouais, ouais. Ouais, un chef de groupe, quoi. ouais, ouais. Mais qui se En tout- ferait partir du groupe, par contre, hein. Après, Il serait pas maître du jeu ou comme moi, quoi. ouais, à voir, ouais. Là, tu vois, j'improvise. Donc, mais c'est peut-être un truc à réfléchir. C'est chercher l'appui chez tes élèves, en fait. Mhm. Après, je l'ai fait aussi avec les élèves en SNU, là, enfin des jeunes en SNU. Un groupe de 40, ils m'avaient demandé. Et là, en fait, j'avais divisé le groupe en deux. Donc, un groupe qui faisait vraiment le jeu à débattre. Et l'autre groupe, je leur avais attribué des rôles individuels. Donc j'avais fait des fiches de personnages Oui, on fait ça aussi. individuels et ils devaient remplir leur profil, c'est-à-dire quel est mon travail, quels sont mes loisirs, quel âge j'ai. J'avais juste donné le nom et le lieu d'habitation parce que c'était important dans ce cadre-là. Et eux devaient réfléchir à leur profil. Et après, ils étaient regroupés avec les autres sur la dernière phase de débat final, donc le conseil municipal en fait. Et eux, ils étaient les citoyens qui assistaient au conseil municipal et ils avaient le droit d'intervenir pendant les débats en tant que citoyens lambda pour Ok. limiter un peu le côté massif du groupe, quoi. D'accord, merci. Merci à vous. Il y a une question de Alice Pégard. Oui, bonjour, donc Alice Pécard, donc je travaille pour les MFR, donc je travaille en fédération. On expérimente depuis de nombreuses années à la pédagogie par le jeu et je voulais revenir sur 2 points. Déjà sur la préparation en amont, je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit Florence sur l'importance de bien préparer en fait la séance et de bien introduire le jeu, tout comme l'a dit aussi Valérie, pour permettre aux jeunes en fait de comprendre la finalité et d'en ressortir quelque chose.
Souvent, nous, quand on fait intervenir des professionnels ou quand nous-mêmes on anime le jeu et qu'on utilise cette pédagogie, on se rend compte parfois, ou en tout cas on s'est rendu compte le vendredi lorsqu'on faisait le bilan, c'était ah, bah, vous avez fait quoi? Bah, on a joué. Ouais, Voilà. c'est ça. En On fait, ils s'est prennent pas diverti. conscience, on s'est diverti. Alors qu'en amont, il y a eu tout un travail. Ouais. Et là, c'est décevant parce qu'on se dit, ouais, Ouais. en fait, j'ai pas réussi, ils ont pas capté. Mm. Et voilà. Et alors moi, je l'utilisais beaucoup en français. Et je me suis rendu compte, j'ai eu des parents d'ailleurs qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais Madame Pégard, nos enfants ont déjà des difficultés en français, si en plus vous jouez. Ouais. Enfin, voilà. Et en plus, on a un rapport au jeu difficile parce que moi, je travaille beaucoup avec les jeunes enseignants dans le sens où souvent en école primaire, les dernières journées, on dit, bah, ramenez vos jeux, on va jouer, etc. Donc, il y a aussi une histoire autour du jeu dans l'éducation qui est particulière. Donc, bien préparer en amont pour que le jeune prenne bien conscience et qu'à la fin, on Ouais. arrive à se dire, ah ben là, on a travaillé ça, Ouais. on a débattu, on Ouais. a appris des procédés oratoires parce qu'on a C'est joué à ça. ce jeu avec tel ou tel. Et ça, Donc, c'est hyper ouais. intéressant. Et en fait, si ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le JAD, il faut ces fameux 3 temps. Le temps numéro 1, on fixe les objectifs, on prépare, on fixe les idées et on fixe les objectifs. Le temps 2, c'est le temps de pratique. Et le temps 3, c'est le retour réflexif. Voilà, c'est-à-dire le moment où on fait qu'est-ce que vous avez retenu? Ça peut être tout simplement cette première question-là. Donc c'est le brainstorming et on restructure voilà, pour qu'à la fin, on ait réalisé, construit une synthèse. Et ça, c'est hyper important. Mais après, je veux dire, en soi, se divertir, c'est pas. Il n'y a pas de jugement, hein. Mais voilà, il faut savoir où on se situe. Est-ce qu'on a envie de faire une séance de jade avant Noël pour faire un truc sympa de fin d'année ou est-ce qu'on a envie vraiment est-ce qu'on a envie de fixer de l'information, quoi. Je suis Voilà. d'accord, c'est hyper important d'avoir le temps de retour à la fin. Vaut mieux écourter le temps de débat pour garder ce temps de retour, vraiment. Mais après, sur le côté on a joué, moi, ça me pose aucun problème, hein. On peut jouer et apprendre des choses, même si on ne l'a pas conscientisé. Enfin, les enfants, les petits, ils passent leur temps à jouer, c'est comme ça qu'ils apprennent, hein. Donc, j'ai pas de problème avec cette question de on a joué. Ouais, mais après, le fait que ça reste très implicite, ça fixe quand même beaucoup moins que quand on l'a explicité. C'est vrai. Après, faut juste, moi non plus, hein, j'ai pas de problème avec le jeu. J'adore jouer avec mes élèves, mais c'est vrai que il faut rester prudent sur le fait que, il faut quand même enfin, bon, voilà, ça apporte quelque chose de plus, quoi. Oui, oui, Un nous aussi, travail hein. un peu plus profond, quoi. Si effectivement, on va utiliser le JAD sur un temps de vie résidentiel en veillée, etc., pour échanger et se divertir, il n'y a aucun souci. Par contre, s'il est intégré dans le plan de formation et qui répond à un bloc de compétences en sciences, etc., il faut quand même effectivement que le jeune prenne conscience derrière, en tout cas qu'on l'aide à prendre conscience. Et ça va faire partie vraiment de cette phase de préparation qui est importante, qui est peut-être pas la plus sympathique pour le jeune, mais qui est nécessaire et qui permet aussi, comme vous l'avez dit, de mettre le cadre et d'exprimer les besoins. Vous avez dit plusieurs fois le mot besoin et je pense que c'est là pour que le jeune puisse bien entendre aussi bah, les règles du jeu, de cette salle, etc. Et puis le deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est par rapport, donc nous, on l'a beaucoup utilisé par rapport à l'EPS dans sport et numérique. On a quelques séances qui ont été filmées puisqu'on utilise en fait ça pour rebondir aussi Ouais. avec la posture, Mm. comment on se positionne. Et ça a été intéressant parce qu'on a filmé des séances en salle de cours, voilà, traditionnelles. Et puis on l'a fait aussi dans un gymnase, puisqu'effectivement le sport, l'EPS en tout cas, on le fait plutôt en gymnase. Et là, c'était intéressant dans la posture des jeunes qui a été totalement différente. Mais là où il y a eu le gros changement, c'est par rapport au moniteur d'EPS. Qui n'avait pas du tout, qui était un peu d'ailleurs gêné, qui n'avait pas l'habitude de cette salle de classe, pour le coup, pour l'espace, et qui avait une autre aisance en salle de sport. Donc ça, c'est intéressant aussi parce que c'est la même personne et on peut comparer. Je peux mettre à disposition, si vous le souhaitez, ces Ouais. petites vidéos qui sont assez courtes, mais en tout cas sur lesquelles on travaille la posture. Mm. Voilà. Mais très preneur, ouais, ce serait super cool, merci. Je crois qu'il y avait une autre question dans le chat. Alors, c'était... Sur la taille des groupes, il y avait. Oui, c'est ça. Vos groupes sont constitués de combien d'élèves? Bah, c'est une Alors, il classe faut. entière, donc ça peut aller Mm. jusqu'à 30, hein, 25, 30. Ouais.
Mais des tout petits groupes, c'est moins sympa. Nous, on a travaillé avec des groupes de 15. Moi, je l'ai fait une fois avec des groupes de 15. Donc, et en plus, c'était donc en îlot. Donc, ils étaient 3 par îlot et ça manque de peps, hein. Donc, c'est quand même pas mal d'en avoir 4-5 par îlot, hein. Ok. Donc, trop Est-ce grand, c'est pas bien, mais trop petit, c'est pas bien non plus. est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres réactions? Sinon, je pense qu'on peut s'arrêter là. Alors, ah, bah, merci à vous. Ok, je pense que on va terminer ici, mais en tout cas, merci à vous pour votre participation à ce webinaire. Merci énormément à Florence et Valérie d'avoir accepté d'y participer. Avec plaisir. J'espère Avec que plaisir. vous avez apprécié ce moment. Oui, oui. Merci à vous d'avoir participé, à toutes les personnes qui ont accepté de venir sur ce webinaire. Merci infiniment. J'espère que ça vous aura permis d'avoir des conseils, des tips sur comment améliorer, comment animer. Et on se retrouve pour le prochain webinaire qui sera sur la fiction. Et voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. Très belle après-midi à tous. Bonne journée. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.